C'est important d'avoir des entreprises qui génèrent des nouvelles idées. Tout le temps de te rappeler pourquoi tu t'es lancé à la base. Changer un peu le monde dans sa portion du globe. Dans une entreprise, on prend pour acquis beaucoup de choses. C'est vraiment comme une journée de 1000 pas, finalement, l'entrepreneuriat. Il faut être capable, en fait, de toucher à tout. La communication est beaucoup plus importante que le talent. De bien planifier son financement, c'est important. Aller chercher la crédibilité pour que le monde te fasse confiance. D'aller chercher des gens qui partagent les mêmes valeurs. C'est aussi important de garder un équilibre. Du risque calculé puis parfois moins calculé. Le timing est aussi important. Bien, le partenariat, en fait, c'est vraiment le partage de nos forces, le partage de nos ressources. De se faire voir, de rayonner, puis d'amener les entreprises encore plus loin que dans notre secteur géographique. Le programme Traction, il arrivait vraiment pour nous aider à l'accompagnement au niveau de la croissance. Je pense que c'est une formation qui amène beaucoup de complémentarité, tant pour l'expertise que ces gens-là vont chercher, que le réseau qu'ils vont développer. C'est tout l'écosystème entrepreneur de la Ville de Québec qui est mis à contribution. C'est des remises en question en continu. C'est l'expérience de groupe. C'est la proximité, puis la cohésion, la générosité à travers l'écosystème entrepreneurial québécois. Un effet d'entraide, là, aussi. Une approche terrain. Les premières formations en Traction, on s'est rendu compte que les experts, c'était une mine d'or. D'avoir quelqu'un d'attitré à nous, là, ça a été très bénéfique. Parce que c'est un accompagnement qui est vraiment fait sur mesure. On est revenu en arrière, on a pris le temps de faire bien les choses. On se faisait challenger aussi. Oui. De poser des questions puis que lui trouve les réponses. On était constamment dans le processus de la cohorte. C'était construit de façon logique dans le cheminement. Cette générosité-là, ça fait en sorte qu'ensemble, on est capable de relever les défis énormes qui s'offrent à nous. On sort de Traction avec beaucoup de connaissances. Ça tisse vraiment des liens pour ça qui sont sur le long terme. Traction nous a permis à être plus focus, plus savoir où on s'en va. Ça nous élève à un niveau beaucoup plus haut que ce qu'on est capable de faire si on était seul dans son propre bureau. Pour nous, c'est toutes sortes de petites victoires qui font en sorte que le programme a vraiment son sens. Réduire les gaz à effet de serre, réduire la consommation d'eau, réduire beaucoup de problèmes environnementaux. Que l'unicité, la différence de chacun puisse être acceptée, valorisée puis reflétée dans ce qu'il porte. Je pense qu'on est capable de contribuer à fournir un meilleur espace de vie pour les générations futures. On veut rassembler les gens tout en créant des bons moments. On veut des gens passionnés par les animaux. On veut améliorer la santé des animaux. Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de faire les choses différemment, mais mieux. Notre solution est la meilleure au monde. On voulait vraiment changer le monde. On voulait rendre le monde plus intelligent. Le 22 septembre risque d'être le moment le plus beau de la cohorte. Mais on va se voir. On va enfin se voir. Maintenant, c'est le temps de s'amuser. Ça, c'est des applaudissements que je viens d'entendre. Bienvenue parmi nous. Oui, bienvenue au démodé, le premier démodé du programme Traction. Je vous invite à ouvrir vos caméras parce que je ne sais pas si vous le savez, mais nous, en studio, on vous voit tous. Donc, de partager l'expérience avec vous, de vous voir à travers les écrans, ce serait vraiment la meilleure expérience pour nous et pour les participants. Donc, je me présente, Marie-Kim Drolet, je suis conseillère au camp. Et moi, Sandra Cinq-Mars, directrice des programmes et conseillère d'affaires chez Entrepreneuriat Laval. Et nous serons vos hôtes pour l'événement d'aujourd'hui. Oui, donc si vous ne le savez pas, le programme Traction, en fait, est possible et a été rendu possible grâce au soutien financier de Développement économique Canada, mais surtout de la collaboration entre Entrepreneuriat Laval et le camp. Et vous l'aurez compris avec cette vidéo d'introduction que le programme Traction, c'est un programme d'accompagnement qui permet aux entreprises pendant 12 mois d'accélérer leur croissance, puis plus précisément des entreprises innovantes. Donc ce soir, c'est l'opportunité de vous présenter tout le développement qu'ils ont fait au cours des derniers mois, puis de célébrer avec vous leur accomplissement. Oui. Avant toute chose, par contre, on aurait aimé ça accueillir sur scène deux personnes pour vous dire quelques mots. Il s'agit de Sébastien Tanguay, directeur principal au camp, et Simon Chouinard, directeur général d'Entrepreneuriat Laval. Eh bien, chers invités, chers collaborateurs, chers entrepreneurs, bienvenue dans ce premier démodé de la cohorte, la première cohorte de Traction, n'est-ce pas, Sébastien? Tout à fait. Alors, moi, je représente Entrepreneuriat Laval, l'incubateur de l'Université Laval à Québec. Et moi, le camp, incubateur et accélérateur de croissance basé aussi à Québec.
Sébastien, tu vas être d'accord avec moi si je dis que l'innovation à notre époque, c'est absolument essentiel pour notre prospérité économique et pour notre société en général. Et ça fait que nous, comme écosystème régional, puis comme écosystème national, on doit absolument mettre toutes les conditions gagnantes pour faire en sorte que des innovations arrivent au marché et améliorent notre économie et notre société. C'est notre devoir de faire ça. Et c'est pour ça que nous avons mis en place un beau programme, ensemble, dans le fruit d'une très belle collaboration entre le camp et Entrepreneuriat Laval, pour mettre à la disposition des entrepreneurs les meilleures ressources et le meilleur environnement possible pour permettre tout ça. C'est vraiment une association stratégique, hein, le camp et Entrepreneuriat Laval. On peut parler ici d'un partenariat stratégique qui permet en fait d'associer des personnes passionnées. On le sait, hein, on travaille avec à tous les jours, des personnes passionnées et des ressources complémentaires et évidemment complémentaires et distinctives. On parle aujourd'hui de compétences clés, de ressources distinctives. C'est ça qui fait le positionnement des entreprises, mais c'est ça aussi qui fait le positionnement des meilleurs accompagnateurs et des meilleurs programmes. Et c'est ce qu'on essaie de vous offrir avec Traction. Le but, hein, c'est de créer de la valeur pour notre société, pour les entreprises et tout ça. Ça a permis d'associer 2 accélérateurs incubateurs d'excellence, le camp et Entrepreneuriat Laval. On est bien content de ça, hein? On est très, très, très heureux du résultat. On est très heureux. Alors, une belle association, une très belle collaboration. On voudrait remercier nos équipes respectives, Sébastien. Absolument. Ils ont travaillé tellement fort. Très, très fort depuis des mois et des mois. Et aujourd'hui, c'est une belle célébration. C'est un moment qui est positif, on vous envoie plein d'énergie positive, tout le monde. C'est une célébration, mais c'est un jalon. C'est juste, quand on se marie, c'est comme quand on se marie, là. Ça finit pas là, ça commence, là. Alors, on n'a pas eu le pire, on a juste eu le meilleur. On a juste eu le meilleur, c'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est une étape, c'est un jalon important et on souhaite que cet événement-là, ce soit le tremplin que vous méritez, chers entrepreneurs, pour atteindre vos ambitions et le plein potentiel de votre entreprise. Alors, donc, association, belle collaboration, remerciements à Développement économique Canada, évidemment, l'Agence de développement économique pour les régions du Québec. Puis, on voit effectivement en studio, on a la chance de vous voir sur les écrans. Vous ne voyez pas ça, là, mais Sébastien et moi, là, on vous voit dans les écrans. C'est merveilleux de voir tout l'écosystème. Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour, c'est le fun. On vous voit vraiment. Puis, on sent ce support-là, on sent cette présence-là quand même si nous, on est en studio. Alors, merci, chers partenaires. Merci à Développement économique Canada. Merci à tout l'écosystème. Évidemment, on ne peut pas tout vous nommer, mais on vous voit et on sent votre présence. Tout à fait. Tu sais, Simon, il y a un proverbe africain qui dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Je pense que ça prend tout un écosystème pour accompagner un entrepreneur. Puis ça, c'est peut-être galvaudé, le terme d'écosystème, vous avez probablement entendu des millions de fois, mais j'y crois pareil. Je pense que cette collaboration-là est essentielle. J'en profite d'ailleurs pour remercier nos coachs et formateurs qui ont travaillé extrêmement fort. Vous n'avez pas idée de la charge de travail que c'est de monter une première mouture d'un programme comme celui-là. Les équipes ont travaillé très fort, mais ils l'ont fait avec des collaborateurs, des coachs et formateurs qui ont travaillé à amener un contenu d'excellence et surtout à livrer ce contenu-là à nos entrepreneurs. Des entrepreneurs invités qui sont venus partager en toute transparence, en toute sincérité, leur parcours, leurs histoires, pour inspirer, mais aussi pour faire comprendre à nos entrepreneurs que ce n'est pas toujours facile, puis que ça arrive des embûches, puis c'est surtout de la façon qu'on va gérer ces embûches-là dans la vie, dans notre vie entrepreneuriale, qu'on va réussir. Finalement, les experts, tous les partenaires qui ont contribué à créer ce programme-là pour être capable d'ajouter une réelle valeur auprès des entreprises. Et finalement, le plus important, félicitations aux participants, aux entrepreneurs, aux entreprises
Je dis souvent, et j'y crois fortement, Simon, que 50 du bénéfice d'un programme comme celui-là, c'est le contenu que nos équipes ont créé. Mais l'autre 50 c'est ce que vous vous êtes offert entre vous. La collaboration, les idées, l'entraide, le brainstorming, l'effet de cohorte, de groupe, je pense que c'est essentiel. Et si vous n'étiez pas impliqué dans le programme comme vous l'avez fait, vous n'auriez pas retiré autant, je pense. Alors, toutes mes félicitations à vous, chers entrepreneurs. Vous avez fait un progrès majestueux dans les 12 derniers mois. Puis c'est ça qu'on va voir ce soir, Simon. Exactement. Merveilleux. Très bien dit, Sébastien. Bonne présentation. Bonne présentation. Donc, merci Simon et Sébastien. Donc, c'est maintenant le temps aux entrepreneurs de vous présenter leur entreprise et, dans le fond, de partager avec vous leur accomplissement des derniers mois. Donc, je ne veux pas répéter ce que Simon et Sébastien ont dit, mais on remercie encore une fois là, les formateurs, les collaborateurs, les entrepreneurs rencontrés lors du programme ont vraiment permis de faire avancer leur entreprise, de prendre du recul également, de pousser leur réflexion, de s'entraider, mais aussi de se dépasser tout en respectant leur équilibre. Oui, exactement. Puis, dans les dernières semaines, ce qui a été plus particulièrement travaillé, c'est le pitch qu'ils vont vous présenter aujourd'hui. En fait, ils ont pratiqué, ils ont peaufiné, ils ont révisé, ils nous ont renvoyé des versions. Ça a été pas mal d'allers-retours, mais on espère que ce soir, ils vous présentent un pitch à la hauteur de vos attentes. Donc, comment ça va se passer ce soir? C'est tour à tour. Ils vont venir sur la scène vous présenter un pitch de 5 à 6 minutes. Pour piquer votre curiosité, oui, mais surtout pour vous convaincre du potentiel de leur projet et de leur vision, certainement. Donc, sans plus attendre, on aimerait accueillir notre premier participant qui va venir briser la glace, qui est Daniel Belland de ShapeShift 3D. Bonjour, je suis Daniel, cofondateur de ShapeShift 3D. On développe une plateforme logicielle qui va simplifier et automatiser la personnalisation d'équipements médicaux et sportifs qui vont sur le corps humain à partir du scan de l'utilisateur et l'impression 3D du produit final. On commercialise la plateforme en modèle SaaS qu'on va vendre à nos clients, les manufacturiers innovants qui veulent vendre de meilleurs produits à moindre coût pour se différencier de la compétition. La simplification et l'automatisation du sur-mesure, c'est crucial parce que sans ça, c'est tout simplement pas viable économiquement. On parle d'heures, voire de jours pour personnaliser un produit alors qu'on veut des minutes ou des secondes. C'est une tendance qu'on voit dans l'orthèse-prothèse, mais aussi dans le sport et d'autres industries, où le sur-mesure existe, mais il est réservé à l'élite parce qu'il n'est pas abordable pour la majorité des marchés. On a vu un engouement pour le sur-mesure avec l'arrivée du scan puis l'imprimante 3D, qui sont devenus plus abordables puis plus performants, mais sans automatisation entre les deux, on n'obtient qu'une fraction des bénéfices escomptés. Dans ce contexte-là, ShapeShift 3D va s'attaquer de manière ciblée à l'orthèse-prothèse puis va accepter les opportunités de taille dans le sport en offrant au marché ce qui lui manque, c'est-à-dire un pont logiciel entre le scan et l'impression 3D. Je parle d'un pont logiciel qui offre des ordres de grandeur d'amélioration au niveau de l'efficacité puis de la vitesse de personnalisation. Un pont logiciel qui va s'intégrer avec toutes les technologies hardware, les scans et les imprimantes qui existent présentement sur le marché. Le processus qu'on va améliorer, on le voit ici à l'écran. C'est un processus qui se fait sur le cloud de manière 100% automatique, sans intervention humaine, en quelques secondes. Avec notre nouvelle philosophie de modélisation 3D, qui est brevetée et améliorée par l'intelligence artificielle, on va être capable de recevoir le scan, puis de le comprendre, de l'interpréter et de venir réajuster le modèle, que ce soit une orthèse de genou, un casque, une orthèse plantaire, en respectant toutes les contraintes qu'on peut concevoir. Je parle de contraintes de manufacture, je parle d'image de marque, je parle de normes médicales. Avec ShapeShift 3D, il n'y a plus de compromis à faire entre la qualité du sur-mesure et l'efficacité de la production de masse. Ça, c'est des arguments qui résonnent particulièrement fort avec deux industries, le sport et la santé. Des industries où les compagnies veulent que leurs produits forts deviennent plus accessibles tout en restant à la fin de pointe de la technologie. Des industries où on doit respecter un paquet de contraintes, de normes et de certifications qui sont très, très strictes. On va venir adapter notre modèle de revenu, que ce soit un SaaS récurrent ou des frais par personnalisation, à l'industrie qu'on cible. Ce qui est important pour nous, peu importe le modèle, c'est que notre croissance soit liée à ceux de nos clients. C'est important pour nous parce qu'on a des clients comme CCM qui ont des centaines de millions de chiffres d'affaires et qui sont engagés à ce que d'ici 2 ans, l'entièreté de leurs produits sur mesure soit personnalisée par ShapeShift 3D. Ça résonne aussi à travers le monde. En Europe, en Amérique du Nord, les avant-gardistes au niveau de l'orthèse-prothèse, puis les géants du hockey puis du football sont nos clients, puis de plus en plus le deviennent parce qu'ils ont confiance en la technologie.
ils voient le futur de l'équipement à travers notre technologie. C'est facile à comprendre quand on regarde le feedback qu'on reçoit, que je parle des leaders de l'industrie qui ont enfin espoir de concrétiser leur vision commerciale avec nous, que je parle de nos distributeurs qui délaissent nos compétiteurs établis parce que la technologie est désuète, ou que je parle des innovateurs qui ont essayé nos compétiteurs émergents, qui ont des nouvelles technologies, mais qui transitionnent vers ShapeShift 3D parce que les autres n'ont jamais été capables de livrer quoi que ce soit qui fonctionne. Nous, on est capables parce qu'on est les seuls qui prennent en charge l'ensemble de la chaîne de valeur, du scan jusqu'à l'impression 3D, en automatisant le tout. Les autres sont soit partiellement ou totalement manuels. En plus, avec l'intelligence artificielle, puis avec nos algorithmes propriétaires, on fait ça sans limiter la qualité, la performance, puis l'esthétisme des produits. Dans l'industrie, ça se traduit par la capacité d'une plateforme à respecter tous les contraintes du manufacturier, puis on est les meilleurs là-dedans. Tout ça, ça nous amène en septembre 2021, 9 mois après la fin de 2020, puis on a déjà doublé la taille de notre équipe et plus que triplé notre chiffre d'affaires. Notre croissance bat de son plein, puis elle n'est pas prête de s'arrêter. D'ici fin 2023, on va quadrupler notre effectif, puis on va multiplier nos revenus par 10 ou 15. Dans ce contexte-là, on lève un seed round avec 3 objectifs en tête. Premièrement, on veut augmenter notre capacité de livraison, réduire le temps que ça prend pour intégrer un client dans notre plateforme. On veut créer des partenariats technologiques avec des technologies hardware, scan et imprimante, pour réduire les barrières à l'entrée en offrant une solution clé en main. Puis on veut faire des partenariats commerciaux avec des intégrateurs puis des distributeurs à travers le monde pour vraiment propulser la pénétration de marché. J'ai un background en génie biomédical à travers lequel j'ai développé des exosquelettes thérapeutiques contrôlés par intelligence artificielle avant de me spécialiser en gestion. Jonathan a été CTO d'une compagnie d'orthèses de genoux sur mesure pendant 5 ans, à travers lesquels il a vendu des milliers d'exemplaires à travers le monde, puis il a réussi à démontrer que c'était les meilleurs sur le marché pour améliorer la qualité de vie des utilisateurs. ShapeShift 3D comporte maintenant plus de 20 professionnels qui ont des backgrounds en génie physique, logiciel, biomédical et en développement d'affaires. On est aussi accompagné par un panel d'experts puis d'experts qui ont toutes et tous plus de 10 ans d'expertise dans leur domaine respectif. Ensemble, on bâtit un monde où les produits s'adaptent aux gens et non l'inverse. Ensemble, on fait naître un paradigme manufacturier fondé sur l'unicité et les différences qui est intrinsèquement plus éco-responsable que la production de masse. Grâce à ça, ShapeShift 3D inspire le progrès au niveau de l'accessibilité, de la diversité et du développement durable. Dans un monde où des changements à ces niveaux sont définitivement requis, démocratiser le sur-mesure à travers la fabrication avancée, c'est une vision qui doit être partagée. Faites le shift avec nous. Merci, Daniel. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. Ça commence fort, tout comme la croissance de ton entreprise, puis tous vos contrats à l'international. Effectivement. Avant de continuer, pour ceux qui se sont peut-être joints un peu plus tard, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra. On veut vous voir. Comme je disais plus tôt, on vous voit dans la salle. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras pour qu'on vous voit. Donc, c'était un super pitch, Daniel. Merci. On continue dans le domaine des technologiques, mais cette fois-ci, on se transporte un peu dans les champs avec Luc Labbé de Nexus Robotique. Alors, bonjour à tous et bienvenue ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu oui à l'invitation de notre démo day. Je me nomme Luc Labbé, je suis le président-directeur général de Nexus Robotique. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Nexus Robotique? C'est simple, mais c'est très compliqué. En fait, on a créé un robot totalement autonome qui est capable, en utilisant l'intelligence artificielle, de désherber dans les champs maraîchers. Vous savez, les producteurs maraîchers ont toujours des défis de taille. Ils dépensent en moyenne 500 $ l'acre pour le désherbage manuel. Ils font face à de la main-d'œuvre qui est très rare. Et en même temps, les herbicides qu'ils ont sous la main, en fait, les mauvaises herbes développent des résistances à ces herbicides-là. Donc, je vous présente tout de suite le robot qu'on a créé, qui s'appelle la chèvre. Comme vous pouvez voir, on utilise des bras articulés qui sont capables, de manière très précise, d'aller arracher les mauvaises herbes dans le champ, en utilisant l'intelligence artificielle, effectivement. Le bénéfice du produit, en fait, c'est d'être capable d'être très précis, comme je l'ai mentionné, et aussi, lorsqu'il est dans le champ, d'être capable d'aller collecter des données pour qu'on puisse utiliser ces données-là et offrir un service aux producteurs. Donc, ça donne un contrôle aux producteurs
sur les données qu'ils ont dans les champs et qu'ils n'ont pas toujours accès. Pour le producteur, bien, ça leur donne plus de contrôle sur le fait qu'ils n'aient pas à engager autant de travailleurs manuels et ils ont accès à, nous, ce qu'on leur donne, accès à leurs données. Donc, inévitablement, ça leur donne des rendements accrus. Évidemment, on a de la compétition européenne, compétition américaine, mais on est les seuls qui utilisent la vraie façon d'arracher les mauvaises herbes de manière très efficace, de manière précise. La majorité de nos compétiteurs utilisent l'intelligence artificielle pour tirer une herse ou pour faire un jet d'herbicide précis ou plus ou moins précis, ou même vont utiliser des lasers. Dans tous les cas, on est les seuls qui ont la technologie pour vraiment être précis et aller enlever la mauvaise herbe qui est près du plant et qui, en fait, est celle qui est dommageable pour le plant. Je vous présente mon équipe. J'ai la chance de travailler avec 3 jeunes hyper intelligents et motivés qui, depuis 3 ans, travaillent d'arrache-pied avec moi pour venir à bout du logiciel qu'on est en train de bâtir. Le marché qu'on vise est immense. En fait, si on regarde juste l'Amérique du Nord, il y a 2 400 000 acres dans le maraîcher seulement. Et comme j'ai dit au début, chaque producteur va dépenser en moyenne 500 $ l'acre. Donc, ça fait un marché pour l'Amérique du Nord seulement de 1,2 milliard de dollars. Donc, ça ne compte même pas l'Europe, l'Inde, l'Australie ou l'Asie. C'est juste pour l'Amérique du Nord. Jusqu'à présent, on a déployé des démos, on a travaillé très fort au sud de Montréal avec des producteurs dans les terres noires. Et on s'enligne cette année pour avoir notre premier utilisateur payant en Floride dans le chou. Donc, on s'en va en Floride. Pendant ce temps-là, présentement, on a 3 unités disponibles avec lesquelles on a fait nos démos. On en construit 6 autres cet hiver pour revenir au Canada et vraiment attaquer le marché canadien au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse pour finalement, je suis allé trop vite, pour finalement attaquer le marché américain, le gros marché qui est le marché californien en 2022-2023. Bon, c'est beau d'avoir un robot dans les champs. C'est la première étape pour nous. Et lorsque le robot est dans le champ, bien évidemment, comme j'ai dit tantôt, il va colliger des données. Ces données-là, on peut faire plein de choses avec et on a déjà en train de travailler à d'autres applications pour le robot, c'est-à-dire l'identification de maladies, l'identification d'insectes, prédire une date de récolte. Ce sont tous des choses que les producteurs nous disent « j'ai besoin de ça, sinon il faut que j'envoie quelqu'un dans le champ, ça coûte de l'argent et tout ça ». Donc, c'est quelque chose qu'on va être capable d'offrir aux producteurs avec le fait que le robot va être dans les champs. Mais à plus grande échelle, le robot, pour nous, c'est l'introduction dans les champs, c'est l'introduction dans le marché. À plus grande échelle, on est en train de travailler pour que notre bras soit totalement autonome avec sa propre caméra, sa propre intelligence, pour qu'on puisse commercialiser le bras à travers n'importe quoi, à travers un tracteur autonome, avec n'importe qui va vouloir soit arracher de la mauvaise herbe, mais ultimement, faire la récolte de production spécialisée, de production où est-ce qu'on a besoin d'une dextérité, c'est-à-dire quelque chose comme le pois vert ou le poivron. Dans les 4 prochaines années, on estime mettre en marché sur les champs au-dessus de 100 robots qui va nous permettre de devenir profitable dès 2024. Et si on veut continuer à parler des chiffres, moi j'aime ça parler des chiffres, mais après son optimisation, la construction d'un robot va coûter à peu près 180 000 $. On est en modèle SaaS, c'est-à-dire qu'on loue le robot au producteur pour une année de récolte. Donc, il y a une récolte au nord, récolte au sud. Donc, on envisage d'avoir des revenus par robot annuels de 100 000 $, ce qui nous met avec un retour sur l'investissement par robot pour nous de moins de 2 ans, ce qui est extrêmement intéressant. Donc, je vous laisse sur une dernière diapositive que j'appelle en anglais « What's next ». En fait, lorsque nos bras vont être disponibles à tout le monde, qu'est-ce qui nous empêche de penser qu'un tracteur autonome va être capable de tirer derrière lui quelque chose qui va avoir 15, 20, 25 bras pour vraiment arracher la mauvaise herbe. Alors, merci beaucoup. S'il y en a qui veulent me parler, mon téléphone est là. Vous pouvez me rejoindre.
Merci. Merci beaucoup, Luc. Donc, c'est sûr qu'il y a des idées qui rendent l'agriculture plus durable et qui permettent, en fait, de contrer la pénurie de main-d'œuvre. On en veut toujours plus. Bien, moi, je sais pas, mais ce que j'ai le plus retenu, c'est que le robot s'appelait la chèvre. Là. Moi, c'est mon petit coup de cœur, c'est nécessairement. Pour le prochain pitch, ça va être un peu différent, en fait. Je vous explique. On va comprendre plus tard dans le pitch pourquoi, mais FICA Production vit son mois le plus actif actuellement, le mois de septembre, ce qui fait en sorte qu'il ne pouvait pas pitcher avec nous aujourd'hui. Par contre, on s'est pris d'avance. On a préenregistré le pitch pour vous ce soir, en avance au mois d'août. Donc, on vous le présente. C'est Daniel Carmichael, cofondateur de FICA Production, qui va vous présenter les avancements et les nouveautés pour FICA. Salut, ici Daniel de FICA Production. Chez FICA, depuis plusieurs années, on est témoin d'un phénomène très étrange. Avez-vous déjà entendu parler du syndrome de la petite dernière? Le syndrome de la petite dernière se manifeste souvent quand on a tellement de fun à jouer ensemble à un jeu que ça devient juste impossible d'arrêter. Nous autres, la première fois que ça nous est arrivé, on était chez Marc, en gang, à jouer à un de nos jeux préférés, puis à un moment donné, c'était rendu l'heure de s'en aller, t'sais. Sauf que là, on s'est dit, hey, on en fait-tu juste une petite dernière, t'sais. Puis évidemment, 2 heures après, on était encore là à enchaîner les games en se disant que la prochaine, celle-là, ça va être la vraie dernière. Ça m'en prend juste un, dans la gang, qui prononce les mots « une petite dernière » que automatiquement, tout le monde est infecté. Puis on a tout essayé. On a beau se mettre des masques, une visière ou s'enduire le corps au complet de Purell, il n'y a rien qui peut empêcher la propagation. Étant des passionnés du style de jeu roguelite, on vit régulièrement ce syndrome-là quand on y joue en solo. Parce que c'est un style de jeu qui pousse les joueurs à toujours vouloir faire une game après l'autre en espérant que la prochaine, ça soit enfin la bonne. Mais curieusement, on le vit beaucoup moins quand on y joue en coop. Car malgré l'engouement qu'on vit autour du style de jeu roguelite, même les meilleurs de l'industrie ont de la misère à greffer un mode multijoueur dans leur jeu qui a été pensé pour être joué en solo. Et c'est de là que nous est venue l'idée d'un jeu. Un jeu qui va non seulement répondre à la demande du marché pour enfin un bon roguelite multijoueur, mais qui va aussi remplir cette mission qu'on a chez FICA Productions de rassembler les gens. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter notre jeu Ship of Fools. Ship of Fools, un titre très inspiré de l'allégorie de Platon qui porte le même nom. Dans son allégorie, Platon nous raconte l'histoire d'un navire sans capitaine avec un équipage complètement dysfonctionnel. Dans Ship of Fools, tout comme dans l'allégorie, c'est uniquement en travaillant ensemble que les joueurs peuvent gagner parce que le jeu est basé sur un principe de coopération très simple, c'est que si le bateau coule, tout le monde coule. Alors d'abord, c'est quoi ça, un roguelite? Ça remonte à un jeu sorti en 1980 du nom de Rogue qui se jouait dans un bon vieux terminal Unix. Dans les années 2000, des développeurs ont transposé certaines mécaniques de Rogue comme la mort permanente ou la génération procédurale des environnements à des styles plus modernes comme le platforming ou le top-down shooter avec des succès qui ont émergé comme Spelunky ou The Binding of Isaac, créant ainsi le genre roguelite. Ce qui rend Ship of Fools unique dans l'univers des roguelites, c'est qu'en étant centré sur le co-op, on crée une expérience de jeu avec des combinaisons et des interactions qui seraient impossibles à créer en solo. Alors comme on peut le voir ici dans notre échelle de positionnement, Ship of Fools se présente comme étant la prochaine référence en roguelite multijoueur parce que contrairement aux autres, c'est le seul à avoir été pensé de prime abord pour le multijoueur et c'est là-dessus qu'on va frapper fort. Ship of Fools s'adresse principalement aux amateurs de roguelite. C'est des joueurs qui se retrouvent un peu partout dans le monde et qui aiment avoir du challenge et de la variété.
Et ces joueurs-là, des roguelites, ils en demandent et en redemandent. Uniquement, comme on peut le voir ici, sur la plateforme Steam, on dénombre plus de 15 millions de joueurs qui possèdent au moins 10 jeux du genre dans leur collection. C'est un énorme marché potentiel qui valide notre objectif de vendre plus de 200 000 copies, et ce, dès la première année. Avant d'être une équipe, on est d'abord une gang d'amis qui a décidé de se lancer en entreprise dès la fin de nos études universitaires. Puis Fika, c'est pas juste un petit studio, là. On est vraiment une entreprise qui est là pour rester, puis on va en faire des bons jeux dans l'espoir de vivre de nos propriétés intellectuelles à long terme. En 2018, à notre démarrage, on remporte une bourse Envol avec Genius remise par la Faculté de sciences et génie de l'Université Laval qui nous a permis de compléter la phase idéation du projet. En 2019, on commence à dédier une équipe à temps plein sur Ship of Fools. En 2020, on remporte la grande finale du concours Catapulte et un appel à projet de la Ville de Québec qui nous a permis de développer une tranche verticale du projet pour les présenter à des éditeurs. En 2021, on remporte le prestigieux prix Coup de cœur à la série indie d'Ubisoft, ce qui nous a mis sur la map des studios indépendants québécois. Et c'est cette année aussi qu'on a réussi à frapper le coup de circuit qui nous assure d'avoir les moyens de compléter le projet avec succès, c'est-à-dire qu'on a officiellement réussi à signer Ship of Fools avec un éditeur. Bref, on espère vous avoir inspiré, émerveillé peut-être, mais surtout, on espère que vous aussi, dans quelques années peut-être, vous allez vous retrouver entre amis autour de Ship of Fools, puis juste avant que ça soit l'heure de s'en aller, il y en a un de votre gang qui se lève pour dire haut et fort « Hey, on en fait-tu une petite dernière? » Merci, Daniel. C'est le cas de le dire. En tout cas, l'énergie de Fika est clairement contagieuse. Là, même s'il nous parlait de Purel tantôt, il n'y a pas à y faire ça non plus. Puis on sait que c'est amusant les jeux vidéo, mais c'est aussi important d'aller jouer dehors. Donc c'est pourquoi notre prochain entrepreneur va nous y amener. Donc j'invite Joey Hébert de Moss à venir nous présenter son entreprise. Bonjour tout le monde dans la salle, à la maison. Laissez-moi vous expliquer aujourd'hui comment chez Moss, on a réinventé la façon dont les gens transportent leur équipement de sport et de plein air, et ce, pour vivre leurs expériences extérieures sans compromis ni limite. Je voudrais vous présenter Maximilien. Si vous regardez bien sur la photo, moi je mesure 6 pieds 1, OK? Puis Maximilien, là, il est grand. Il est très, très grand. Parce que moi, j'en connais pas beaucoup des gens qui sont capables d'aller luncher sur le toit d'une voiture ou de se piquer une sieste sur le hood d'une BMW. Au final, je vous dirais que ça ressemble habituellement plus à ça, un scénario où est-ce que les gens veulent charger leur équipement. Les gens doivent littéralement escalader la voiture, ils doivent conserver un petit banc dans leur coffre arrière. Puis, malgré ça, c'est toujours un peu pénible où est-ce que les gens égratignent la portière de la voiture, ils échappent tout sur eux. On a des histoires, en fait, d'horreur de gens qui nous ont dit qu'ils devaient vendre leur kayak, pas parce qu'ils n'étaient plus capables de pratiquer le sport, mais parce qu'ils n'étaient plus capables de le charger. Au final, c'est 61 % des usagers actuels de support de toit pour voiture qui considèrent leur équipement problématique. Malgré ça, c'est un marché qui a cru de 26,4 % dans les dernières années, puis qui ne cessera pas de croître. En fait, d'ici 2025, c'est 2,2 milliards de dollars d'équipements comme ça qui va se vendre à travers le monde. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où est-ce que les gens veulent adopter un mode de vie qui est sain et actif, et ce, de plus en plus vieux. Je n'ai pas besoin de vous... Je vous apprends probablement rien. En fait, là, dans la dernière année avec la COVID, essayer d'acheter un vélo ou un kayak, c'est quelque chose quasiment impossible. Les gens adoptent de plus en plus le vélo. Puis, même si 50 % de la population mondiale vit dans un secteur urbain, l'engouement pour le week-end, d'aller en camping, d'aller au chalet, de reconnecter avec la nature, n'a jamais été autant palpable. Donc, si les gens considèrent ce genre d'équipement-là problématique, pourquoi est-ce qu'ils en achètent autant? C'est parce que c'est la seule option qu'ils ont. Laissez-moi rectifier mes dires, c'était la seule option qu'ils avaient. Parce que maintenant, ils ont
la solution, en fait, qui est réellement à leur hauteur, qui est le support MOS. Donc, le support MOS se distingue de 3 façons. Par son accessibilité, par sa polyvalence et par sa complémentarité. Donc, il se déploie 51 cm plus bas sur le côté de la voiture. On peut y mettre vélo, boîte cargo, stand-up paddleboard, peu importe, en fait, les équipements qu'on voit traditionnellement sur le toit d'une voiture, ça sera compatible avec le MOS-Rack. Par la suite, les gens n'ont pas besoin de se racheter des nouvelles barres de toit, un nouveau rack à vélo. Ils conservent tout ce qu'ils possèdent déjà, puis ils viennent le mettre en complément à notre solution. Quand on a commencé à développer ce produit-là, mon associé Frédéric et moi, en 2016, avec toute l'équipe de développement de produits, je me suis dit que ça serait probablement long d'en arriver à une technologie qui allait fonctionner. Je me suis dit, bon, ben moi, je suis un gars de business, je ne comprends rien à leur procédé de fabrication puis toutes les espèces de langage de magie noire qui parlaient à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va aider plus tard? Donc, je me suis dit, on va essayer de participer à un maximum de concours, de bourses, de subventions. On va essayer de ramener de l'eau au moulin le plus possible, puis se faire connaître maintenant pour que ça paye plus tard. Donc, à travers les années de 2016 à 2019, on a eu plusieurs bourses, concours, subventions. Puis, par la suite, 2019 est devenu le moment fatidique où est-ce qu'il fallait entrer en validation sur le marché. Donc, on a vendu 60 unités qu'on a mis sur les routes à travers le Québec. Ça nous a permis de valider qui était notre clientèle, quels étaient leurs besoins, d'assembler nous-mêmes nos premières unités, d'aller les installer nous-mêmes aussi. Donc, on pouvait voir, bon, mais qu'est-ce qui est à peaufiner pour la suite? Justement, on a pris toutes ces informations-là, puis depuis 1 an et demi, qu'est-ce qu'on fait? C'est de la standardisation puis de l'industrialisation de notre produit. Donc, ça nous a permis d'aller couper les coûts, d'aller augmenter la qualité, d'augmenter la constance dans la production de nos unités avec notre manufacturier au Vietnam, pour qui on est vraiment fiers. En fait, là, c'est un manufacturier de la renom n'est plus à faire, qui produit pour Harley-Davidson, pour BRP, pour Camso, pour Bugatti. Donc, on a fait passer notre coûtant de 1 600 $ à 325 $. Ce qui va nous emmener maintenant à la prochaine étape. Donc, dès novembre, en fait, on va commencer à closer nos bookings à travers le Québec. Notre objectif, en fait, on veut vendre des unités dans 15 bannières différentes, dans 10 régions administratives différentes. Puis aussi, au début de l'hiver, notre site web transactionnel sera en ligne pour qu'on puisse commencer à prendre les commandes des gens. Ce qui va nous permettre, grosso modo, d'avoir une marge autour de 50 % en moyenne, tout dépendant du canal par lequel on va transiger. Chez MOS, en fait, on veut développer une marque, pas juste parce qu'on aime ça. Au final, c'est parce qu'on veut que la marque soit un vecteur de développement par sa reconnaissance dans notre communauté. La communauté plein air, en fait, c'est des gens qui s'identifient beaucoup à ce qu'ils achètent. Puis, on compte continuer à aller dans les événements d'envergure puis collaborer avec les partenaires qui vont venir nous crédibiliser dans notre communauté. MOS ne sera pas un one-product company. On a déjà plusieurs autres produits dans le pipeline, dans le développement en ce moment, que l'équipe se penche à développer. Notre objectif, en fait, là, c'est de se positionner comme un joueur qui rend le chargement d'équipement sur le véhicule facile, invitant et polyvalent. On va manger notre éléphant une bouchée à la fois. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde est notre terrain de jeu, mais on veut le segmenter. On veut commencer par le nord-est de l'Amérique du Nord, confortable dans nos pantoufles, continuer à regarder si on est on track au niveau de notre croissance. Par la suite, on va se déplacer dans l'Ouest canadien pour ensuite aller plus sur la côte ouest des États-Unis, les Rocheuses américaines. Puis là, c'est en fait près de 40 % là, du marché mondial qui est en Amérique du Nord. Donc, on veut vraiment commencer par cette portion-là pour, en 2026, ensuite, aller outre-mer dans l'est de l'Europe pour aller chercher le 36 % de marché, qui est le deuxième segment de marché le plus important à travers le monde. Je ne serai pas présent devant vous ce soir sans toute cette équipe-là, ces accompagnateurs-là qui ont emmené MOS à ce que c'est aujourd'hui. En fait, je suis très fier, en fait, d'avoir tous les employés à temps plein en ce moment chez MOS qui sont dans l'aventure depuis 2017-2018, puis qui ont fait d'énormes sacrifices, avec qui j'aurais eu probablement beaucoup moins de fun aussi s'ils n'auraient pas été là. Puis les accompagnateurs, en fait, on est jeunes, mais on est bien accompagnés, on a de l'expertise. Donc, c'est l'âme de MOS que vous avez sous les yeux au final.
Finalement, en fait, il faut continuer à aller de l'avant. Donc, jusqu'à présent, on a 1,45 million en fait, qui est investi dans Moss pour l'emmener où est-ce que c'est aujourd'hui. Mais maintenant, en fait, on a besoin de 500 000 pour la prochaine étape. Donc, c'est quoi la prochaine étape? En fait, c'est nos 4 priorités stratégiques: distribution, commercialisation, marketing, continuer à développer le portefeuille de produits Moss, puis l'embauche et la rétention du personnel. Donc, voilà ce qu'on a besoin pour la suite des choses. Vous avez mes coordonnées sous les yeux. En 5 minutes, c'est pas mal tout ce que j'ai le temps de vous dire, qu'on a un produit qui répond réellement à un besoin avec un product market fit. On a une stratégie, un plan de match pour emmener Moss à bon port. Mais maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on a de besoin? C'est de quelqu'un qui va embarquer avec nous puis qui va croire en la vision, au final, de rendre facile, invitant et polyvalent le chargement des équipements sur véhicules. Merci. Merci, Joey. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne le goût de sortir en nature. Simplement pour que vous le sachiez, on est maintenant à la moitié, en fait, des présentations pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous appréciez l'événement autant que les participants et nous ici en studio. Assez. Le prochain participant, en fait, c'est Jean-Philippe Côté d'Animora. Il va venir vous expliquer comment c'est possible d'unir science et passion au profit de nos animaux de compagnie. Merci beaucoup, Marie-Kim, pour l'introduction. En fait, aujourd'hui, je commencerai par une question. Qui ici a adopté un chien, un chat ou connaît un proche qui a adopté durant la pandémie? En fait, durant la dernière année, vous ne voyez pas, mais il y a énormément de mains qui se sont levées. Durant la dernière année, il y a eu une augmentation de 40 % des adoptions. C'est énorme. Au Canada, c'est une famille sur 2 qui a un chien ou un chat. Et vous serez d'accord avec moi que ces petites boules de poils font vraiment partie de la famille. La relation entre l'humain et les animaux de compagnie est tellement rendue forte. Pour vous dire, moi, j'ai 3 filles à la maison. J'en ai une de 10 livres, une de 50 livres, puis une de 1000 livres. En fait, on a un chat, un chien et un cheval. Ma partenaire et moi, on a la chance, en fait, de partager nos vies avec des animaux depuis qu'on est tout jeune. Tout ça pour vous dire, on est des passionnés d'animaux. On veut ce qu'il y a de meilleur pour eux, tant au niveau de leur santé que leur bien-être. On a aussi une deuxième passion, et c'est pour la science. En fait, on combine des études, pour ma part, en biochimie et en pharmacie, et Andréane en santé animale et en microbiologie. Et en fait, durant nos études, on a découvert des molécules à fort potentiel qui pouvaient aider la santé des animaux. Et en fait, je vais vous parler plus précisément de la santé dentaire. Donc, pour vous illustrer un petit peu le concept, imaginez que vous arrêtez complètement de vous brosser les dents durant 1 mois, ou même pire, durant 1 an. Qu'est-ce qui va arriver? De la mauvaise haleine, des problèmes de dents, des problèmes de gencives. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec les animaux. 80 % d'entre eux vont développer des problèmes dentaires dès l'âge de 3 ans. On appelle ça la maladie parodontale. Donc, cette maladie-là a 2 aspects majeurs. Il va y avoir des bactéries et de l'inflammation. Là, on ne parle pas juste de mauvaise haleine. Ça peut causer des problèmes beaucoup plus importants, comme des saignements de gencives, la perte des dents et même des infections au niveau sanguin. Malheureusement, ça peut mener à des problèmes encore plus importants, comme des infections au cœur ou aux reins, qui peuvent être mortelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut prévenir cette maladie-là avec des soins dentaires. Juste au Canada et aux États-Unis, on compte plus de 200 millions de chats et chiens. 80 % d'entre eux vont développer une maladie. C'est énorme. C'est un problème qui est très répandu et qui va en fait causer une diminution de la santé générale des animaux. En plus de ça, évidemment, ça va engendrer beaucoup de frais vétérinaires, comme par exemple les détartrages. Et en fait, Andréane et moi, ma partenaire, on a découvert durant nos études des molécules hyper intéressantes dans la canneberge québécoise qui pouvaient aider la santé dentaire des chiens et des chats. On a donc combiné nos 2 passions pour les animaux et la science afin de leur venir en aide. C'est pour cette raison qu'on a développé le gel dentaire au canneberge. En fait, c'est un produit qui va venir améliorer la santé des chiens et des chats. On utilise la canneberge, en fait, parce qu'elle va avoir des propriétés antibactériennes. Donc, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle va venir combattre la plaque, le tartre, la mauvaise haleine. Mais ce qui est intéressant, c'est que la canneberge a des effets sur l'inflammation. Et en fait, c'est cet aspect anti-inflammatoire-là qui est vraiment nouveau, qui est innovant. La canneberge va être en mesure de venir réduire l'inflammation pour mieux contrer les 2 aspects de la maladie parodontale, les bactéries et l'inflammation.
C'est d'ailleurs cette caractéristique anti-inflammatoire qui est une nouveauté sur le marché. C'est ce qui nous a permis, en fait, d'être recommandé dans plus de 200 cliniques et hôpitaux vétérinaires à travers le Canada. C'est aussi cette particularité-là qui a fait un grand succès pour Animora. En fait, dans les dernières années, on a remporté plus d'une vingtaine de prix et bourses, entre autres au niveau entrepreneurial, mais surtout au niveau de l'innovation scientifique. Ce qui est vraiment intéressant et pourquoi les clients en achètent autant, en fait, c'est que c'est vraiment facile à utiliser. On peut l'appliquer sur de la nourriture, sur des jouets dentaires, avec le doigt, avec la brosse à dents. Donc, il y a vraiment une multitude de façons de l'utiliser. Notre modèle d'affaires est assez simple. Animora, c'est un manufacturier. Donc, c'est nous qui développons le produit, c'est nous qui le fabriquons dans notre usine à Québec. On utilise des ingrédients québécois, dont évidemment la canneberge, mais aussi notre emballage. Donc, une fois qu'on a transformé de la canneberge en un produit innovant pour les animaux, bien, on va le vendre, en fait, aux entreprises, donc aux cliniques vétérinaires, aux boutiques pour animaux. Mais on va aussi faire de l'acquisition client. Donc, on va vendre directement aux consommateurs sur notre site web, mais d'autres plateformes comme Amazon, par exemple. En quelques chiffres, en fait, l'entreprise opère depuis 3 ans. On a déjà produit plus de 100 000 unités. Et en fait, on est distribué dans 600 points de vente à travers le Canada. Tout ça, en fait, est fabriqué dans notre usine à Québec. Notre produit, pour le plus petit format, se détaille à 15 $ présentement. Et un utilisateur moyen va en acheter 4 par année. Animora, c'est aussi une culture d'entreprise forte. Donc, en fait, on va se baser sur 3 piliers. La passion pour les animaux, la rigueur scientifique et l'engagement pour la cause animale. Présentement, on est en croissance. On vient de signer 3 nouveaux distributeurs canadiens. En plus de ça, on a signé des clients qui sont parmi les plus gros en Amérique du Nord. Les prochaines étapes, on prévoit doubler notre chiffre d'affaires et doubler nos points de vente, donc passer à plus de 1000 points de vente. On est présentement en développement de plusieurs produits pour compléter notre gamme dentaire, mais on veut aussi s'attaquer à d'autres problèmes de la santé générale. Présentement, on se positionne comme une marque de référence pour la qualité et la confiance, puis on veut poursuivre, en fait, tout notre succès sur le marché américain. Donc, en fait, je vous encourage à suivre nos développements et également, en fait, notre croissance prochainement qui s'annonce très, très excitante. Donc, s'il y en a qui souhaitent me partager peut-être des contacts au niveau du monde animal, on est toujours ouvert et évidemment, je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je ne sais pas pour vous, mais avec tous ces bénéfices-là, ça ressemble pas mal mieux que mon gel dentaire à moi. Oui, puis je ne sais pas pour toi, Sandra, mais je trouve que l'innovation et la technologie s'immiscent dans tellement de sphères de nos vies. C'en est fascinant pour ma part. On voit que des solutions peuvent régler des problèmes dentaires de nos animaux, mais aussi on a des solutions qui règlent des problèmes de la terre. Je vous présente Daniel Fortin de Aitera. Bonjour, je me présente Daniel Fortin, président fondateur de la compagnie Aitera. On s'est donné comme mission chez Aitera de fournir des outils pour permettre de traiter le cancer de la terre. C'est quoi le cancer de la terre? Il provient essentiellement de l'activité humaine, de l'activité industrielle et des différentes activités qui vont créer de la contamination. Savez-vous qu'au-delà de 3,4 millions de personnes par année meurent à cause d'eau insalubre et contaminée? On n'a pas besoin d'aller très loin pour constater cet élément-là. Tout près d'ici, à Shannon, les TCA qui ont contaminé les rivières près de la ville de Shannon nous démontrent qu'effectivement, il y a des problèmes de santé créés par l'activité de la défense ou de tout autre type d'activité industrielle. Quels sont les problèmes reliés à la réhabilitation des sols et des eaux contaminées? Dans un premier temps, on assiste à une explosion des coûts et des délais reliés à la réhabilitation des sites contaminés. Au-delà de 80 des projets dépassent les coûts et les échéanciers prévus originalement. Ça demande énormément d'expertise et un grand bassin de connaissances pour être capable de prévoir de façon adéquate une réhabilitation efficiente des sites contaminés. Dans un deuxième temps, on assiste à une demande accrue de sites de premier choix dans les grandes villes à cause de la densification urbaine qui va en s'accélérant. Dans un troisième temps, avec le départ à la retraite, avec la pénurie de main-d'œuvre, on est
à la rescousse du problème de ressources qualifiées. La solution, c'est Aitera, qui va fournir des outils en mode SaaS, utilisant l'intelligence artificielle pour déterminer les meilleures technologies de réhabilitation basées sur une très large base de connaissances et ainsi proposer les meilleures solutions et suivre ces solutions-là lors de la réalisation du projet de réhabilitation. Un projet de réhabilitation, pour ceux qui connaissent moins bien ce domaine-là, lorsqu'on veut réutiliser un site qui a été contaminé, on commence par décider est-ce qu'il y aurait probablement eu de la contamination du site. Une station-service, une gare de triage. Est-ce qu'il y a eu de la contamination? Si oui, on fait maintenant une caractérisation. La caractérisation, c'est d'aller prendre des prélèvements de sol jusqu'au niveau de la nappe phréatique pour déterminer les contaminants et les types de sols qu'on va devoir traiter. Ensuite, les experts vont déterminer les meilleures technologies à appliquer pour traiter ces différents sols-là et les eaux qui sont contaminées. Et tout ça pour permettre éventuellement une conformité réglementaire qui va permettre de construire sur ces sites-là. Quels sont les secteurs prioritaires qu'on va viser? Un premier qui a un passif environnemental très important est le domaine du secteur pétrolier. Un deuxième domaine qui, lui, est aussi important, le secteur minier, et en plus, aujourd'hui, exige de nouvelles réglementations encore plus sévères qu'auparavant. Donc, important de corriger le tir rapidement. Créé à partir d'un spin-off de collaboration entre Arcadis, qui est une des 5 plus grandes firmes de réhabilitation au monde, et IBM, qui n'a pas besoin de présentation, on a développé depuis 2019 la version 2 de notre produit qui, elle, qui est présentement en projet pilote au Michigan et va être disponible dès cet automne pour commercialisation. Et commercialisation dans un premier temps en Amérique du Nord et ensuite en 2023, essayer d'attaquer le marché mondial. Stratégie pour aller au marché, des ventes directes, recontacter les différents qui ont déjà été exposés à nos solutions. Dans un deuxième temps, utiliser nos partenaires IBM, par exemple, dans le secteur pétrolier avec le Centre d'innovation de Dallas, où on va démontrer nos applications. Continuer de travailler avec MISA. MISA, qui est un organisme qui va promouvoir des mines 4.0 avec un fort volet environnemental basé en Abitibi-Témiscamingue. Et on va continuer de propager la bonne nouvelle en utilisant les médias sociaux et également participer à différentes conférences en présentiel. La première conférence a lieu d'ailleurs au mois de décembre cette année avec la conférence des Brownsfield et au printemps prochain, participer à la conférence Battelle qui rejoint l'ensemble des experts du monde entier aux États-Unis. Notre modèle d'affaires est un modèle en mode SaaS avec des souscriptions annuelles qui varient de 35 000 à 250 000 $ par année pour adresser un marché total des outils d'aide à la décision dans le domaine de la réhabilitation qui est évalué à 1,9 milliard de dollars dans un marché de réhabilitation qui est de 120 milliards de dollars par année. On a un plan d'affaires agressif et on veut générer des revenus cette année de l'ordre de 600 000 $, l'an prochain de 3 millions et atteindre 33 millions en 2025, ce qui représente à peine 1,7 % du marché total adressable. Dans le fond, il y a de la compétition, il y a un peu de compétition qui sont d'une part, des matrices qui disent OK, on décontamine ce type de sol-là, ce contaminant-là, de cette façon-là. C'est une matrice qui est statique. On a des outils de type chiffrier et il y a quelques applications en mode base de données traditionnelles qui ont été créées vers la fin des années 90, mis à jour au début des années 2000, donc relativement anciens. On va se différencier par une vaste, la plus grande base de connaissances mondiale dans le domaine de la réhabilitation avec plusieurs millions de cas vécus à succès, à échec, pour permettre justement de proposer les meilleurs traitements. On va fournir un environnement qui va permettre d'extraire facilement des informations provenant de différents types de rapports qui ont été produits de façon antérieure et on va
offrir un environnement de collaboration entre les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans la réalisation d'un projet de réhabilitation. C'est à partir du propriétaire de site, passant par les mandataires, les sous-traitants et les autorités gouvernementales. Et finalement, un des objectifs principaux est de fournir une base de connaissances qui va continuer d'évoluer en utilisant l'intelligence artificielle et de la rendre disponible et d'être capable de la partager. L'équipe de gestion qui supporte une dizaine d'employés est composée de beaucoup d'expériences. Mon expérience personnelle, ingénieur de formation, 40 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information. Je suis appuyé par Pierre Dalpé, qui est un ingénieur chimiste de formation, également passionné par la réhabilitation résiliente. Et finalement, Luc Dalpé, un entrepreneur d'expérience avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information innovantes. Aujourd'hui, si vous êtes intéressé à contribuer, on est en phase de financement en mode seed à hauteur de 1 million de dollars pour accélérer la commercialisation de notre produit. Et il me fera plaisir de travailler avec vous pour laisser une planète plus propre, plus verte, en santé pour les générations qui suivent. Veuillez me contacter s'il y a de l'intérêt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Daniel. Donc, on le voit encore une fois concrètement comment l'intelligence artificielle va aider à avoir une planète plus saine pour le futur. Oui. Un autre concept aussi qui émerge de plus en plus, tout comme l'intelligence artificielle, c'est l'économie circulaire. Puis on est très fiers d'avoir un participant qui a migré vers ce modèle d'économie-là. Je vous présente André Beaulieu-Blanchette de Solugène. Bonjour tout le monde, je m'appelle André Beaulieu-Blanchette, président de l'entreprise Solugène, une entreprise qui est devenue experte dans le développement des solutions environnementales. C'est un secret pour personne. Aujourd'hui, un des plus grands fléaux qui s'attaquent à la planète, c'est le réchauffement climatique, qui est créé en grande partie par les émissions de gaz à effet de serre. D'après Environnement Canada, depuis le début des années 90, on a réussi à réduire 5 des 6 principaux polluants analysés ici dans le graphique. Malheureusement, on a trop peu de solutions pour réduire les émanations d'ammoniac qui ont augmenté durant la même période de temps. Cette problématique environnementale est créée à plus de 95 % par le secteur agroalimentaire, tel que vu ici sous la forme de la couleur verte. Eh bien, chez Solugène, on va faire partie de la solution. On a adapté notre technologie au traitement du lisier de porc. Et ici, on peut voir ce que les producteurs de porc y font. C'est-à-dire l'entreposage du lisier pour ensuite y effectuer l'épandage au printemps et à l'automne, ce qui est directement lié à des mauvaises odeurs, mais aussi beaucoup de problématiques environnementales telles les gaz à effet de serre, les algues bleues dans les cours d'eau et aussi la dégradation de la nappe phréatique. Vous devez vous douter qu'on n'a pas été les premiers à travailler pour chercher une solution. En fait, seulement au Québec, au courant des 20 dernières années, c'est plus d'une dizaine d'entrepreneurs qui ont échoué pour trouver une solution. Et ce, pour 2 problématiques. Premièrement, les technologies ne fonctionnaient pas. Et deuxièmement, ça représentait un surcoût pour les producteurs de porc. Pour les gens qui connaissent le financement, vous savez que c'est extrêmement difficile d'aller chercher auprès d'une institution financière un investissement pour faire l'acquisition d'un système qui, au final, va juste amener des surcoûts et non une rentabilité. Pour pallier à la première problématique, ici, je vous présente notre première usine qui a été installée depuis plus de 2 ans et qui nous permet de traiter en continu du lisier, et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et de façon 100% automatisée. Pour réduire l'impact de la deuxième problématique, c'est-à-dire le financement, on a réussi à développer un modèle d'économie circulaire qui nous permet d'autofinancer nos usines à partir d'un des produits qui est issu de notre procédé. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dans le fond, on va chercher de notre côté le financement et on va venir bâtir une usine sur le site de production porcin. On fait une entente de service avec le producteur sur plus de 20 ans et lui, en retour, il nous envoie son lisier à tous les jours. De notre côté, nous, c'est qu'on va le traiter et on va redonner jusqu'à 84 d'eau traitée qui va aller dans les cours d'eau ou sinon, il peut l'utiliser pour nettoyer sa porcherie ou pour faire boire ses cochons. De notre côté, on va venir concentrer les fertilisants sous 2 formes, une forme liquide et une forme solide.
Juste pour vous donner un exemple, un producteur de porc en ce moment peut faire 1000 voyages, 1000 allers-retours pour aller vider des citernes dans les champs pour alimenter les champs. Nous, ça va passer à moins de 150. Donc, c'est du temps économisé, c'est des coûts économisés, c'est la compaction des sols de moins, c'est beaucoup d'avantages aussi pour tout ce qui est environnement. Finalement, tantôt, vous vous rappelez, lorsque je vous ai dit qu'il y a l'azote ammoniacal qui est le seul gaz qui a augmenté au courant des dernières années, eh bien, on a réussi à trouver une façon pour le liquéfier et le concentrer et le revaloriser dans le secteur agroalimentaire. Donc, grâce à cet azote-là qu'on va pouvoir commercialiser, eh bien, on apporte ici un modèle d'économie circulaire où ce que tout le monde est heureux. Je vous présente ici Azogène, un gaz à effet de serre que l'on a réussi à liquéfier. On va le vendre sous deux formats. Un petit format où ce que l'on va vendre sur la plateforme Amazon et dans les centres jardins, et finalement un gros format pour pouvoir vendre directement aux producteurs agricoles. Au courant des 12 derniers mois, on a réussi à prouver que notre produit est sans danger pour les plantes. On a réussi à faire la démonstration du dosage et des méthodes d'application et aussi de prouver que notre produit était aussi performant que les produits compétiteurs. Aussi, dans le même temps, on a financé des études de marché qui nous permettent aujourd'hui de conclure que, la taille de marché est là, donc plus de 500 millions de dollars à toutes les années pour notre fertilisant, qui est en croissance et que nos clients cherchent de plus en plus des produits qui sont issus de l'économie circulaire. Grâce à ce produit-là, au courant des 5 prochaines années, on veut investir 100 millions de dollars pour la construction de 100 nouvelles usines de production. Aussi, je suis heureux de vous apprendre qu'on a obtenu le financement pour la construction de notre deuxième usine qui va être en opération au printemps 2022 et qui va nous permettre de quadrupler notre production d'azote à toutes les années. Si un jour, vous avez été impressionné par Jésus qui changeait l'eau en vin, aujourd'hui, j'espère que vous êtes impressionné par Solugène qui change le caca en argent. Merci. Merci beaucoup, André. En tout cas, la comparaison est frappante, tout comme lorsqu'on combine ingéniosité et économie circulaire. Effectivement. Comme dirait l'équipe de FICA, on en fait une petite dernière? On est rendu à notre dernier participant. C'est Myrick Hervieux-Godreau de G5 qui va vous démontrer comment leur produit, leur projet va redéfinir votre travail au quotidien. Bonsoir tout le monde, je me présente, Myrick Hervieux-Godreau. Je suis cofondateur et directeur financier de G5. En 2018, on a lancé l'entreprise en se donnant comme mission de créer un monde plus intelligent. Rapidement, on a découvert une façon de transférer la puissance électrique sans fil. Le premier élément où on s'est concentré, c'est les espaces de travail parce qu'ils sont plus habitués à notre nouveau mode de vie. Les gens sont plus mobiles, les outils technologiques ont grandement évolué, mais l'infrastructure, elle, est restée pareille, est statique. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez une présentation à faire au bureau, vous arrivez dans la salle de conférence, sortez votre câble d'alimentation pour brancher votre ordinateur, vous vous étendez au milieu de la table pour vous brancher dans la power bar centrale, et puis là, vous réussissez à trouver le câble HDMI dans le spaghetti de fil, vous branchez ça dans votre ordinateur, mais c'est pas parfait, le connecteur est endommagé, ça connecte, ça déconnecte, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, nous, ce qu'on a fait au courant des dernières années, c'est qu'on a développé le premier produit de chargement sans fil. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'espaces de travail plus intelligents? En fait, si on revient à l'exemple que j'ai donné, c'est 5 minutes qui sont perdues en moyenne pour chaque heure de réunion en raison de problèmes techniques. Ensuite, le 3/4 des entreprises canadiennes prévoient offrir le modèle hybride au retour de la pandémie. La réalité, c'est que la majorité d'entre elles ne savent pas trop comment s'y prendre. 80% des employés se disent confiants et plus à l'aise dans un environnement technologique, alors que la moitié d'entre eux ne se sentent pas actuellement productifs dans leur milieu actuel. Donc, dans les dernières années, comme je vous le disais, on a développé le tout premier docking station entièrement sans fil sur le marché. Il s'appelle Elia Station. Concrètement, c'est une plaque qu'on vient installer sous les surfaces de travail
et qui vient transférer la puissance électrique sans fil à travers les matériaux pour venir recharger les appareils électroniques à la surface. Comme on utilise une technologie qui est très récente, on a développé des récepteurs externes qui viennent rendre compatibles tous les appareils qui sont dotés d'un port USB-C, c'est-à-dire la grande majorité des nouveaux modèles d'ordinateurs et de téléphones. On vient créer une zone de recharge à la surface dans laquelle on peut déposer plusieurs appareils qui vont se recharger en même temps et à la même vitesse que s'ils étaient branchés avec un fil. En plus, dès que vous déposez votre ordinateur dans la zone de recharge, il vient automatiquement se connecter avec tous les périphériques associés au poste de travail. Mais on est allé encore plus loin. On a développé l'écosystème Elia. Elia, c'est une plateforme web qui permet plusieurs fonctionnalités et qui est vraiment la solution de gestion des espaces de travail dynamiques. Entre autres, les employés pourront facilement réserver un bureau ou retrouver un collègue dans un espace qui va changer à tous les jours. Ça permettra aussi aux gestionnaires d'analyser avec précision le taux d'occupation de leurs espaces. Et finalement, c'est grâce à la plateforme qu'on peut permettre la fonctionnalité de connexion automatique au périphérique. Donc, notre proposition de valeur est simple. On connecte les talents des organisations à leur infrastructure et ce, complètement sans fil. On a un modèle de revenus hybride. On peut à la fois compter sur les revenus récurrents de la plateforme web en modèle SaaS. Donc, le prix va varier entre 5 et 8 $ selon les fonctionnalités. Et évidemment, on a la vente de produits physiques, donc la station elle-même qui va se détailler entre 350 et 450 $ selon le volume. Donc, actuellement, on travaille à créer des cas d'utilisation dans nos marchés cibles. On est en discussion avec plusieurs organisations du gouvernement fédéral, des grandes entreprises dans le domaine du service bancaire. Aussi, on est en discussion avec 3 universités québécoises, une école de formation professionnelle internationale et plusieurs PME qui ont toutes manifesté de l'intérêt pour implanter des projets pilotes. Avec ces use cases, on veut démontrer la viabilité de notre technologie pour ensuite aller s'asseoir avec les géants de l'industrie pour discuter de l'intégration, c'est-à-dire de ne plus avoir besoin d'un récepteur externe. En parallèle, on développe des canaux de vente auprès de firmes d'architecture, de design, les fabricants de mobilier corporatif et les distributeurs de solutions TI. Donc, jusqu'à maintenant, on a plus d'une centaine d'unités à aller installer au début de 2022 pour vraiment les tester en situation réelle. Et on a un objectif on est en bonne voie d'atteindre notre objectif de plus de 1000 utilisateurs de la plateforme SaaS au même moment. Si on regarde seulement du côté du Canada et des États-Unis, c'est 55 millions de travailleurs qui seront en mode hybride au retour de la pandémie. Ça représente un marché de 6,5 milliards de dollars pour le Docking Station et des revenus récurrents de 389 millions pour la plateforme web. Au niveau de la compétition, on est comparable avec le Docking Station standard pour ce qui est du prix, en plus d'offrir toutes les fonctionnalités des SaaS de réservation d'espace et de gestion. Mais on est vraiment la seule entreprise à permettre le chargement sans fil jusqu'aux ordinateurs portables. Donc, on se démarque vraiment en offrant une solution qui est complète grâce à la combinaison du hardware et du software. Notre technologie de recharge est standardisée. On fait partie d'un regroupement international qui s'appelle Airfuel Alliance. Et d'ailleurs, c'est le président d'Airfuel qui nous a mentionné l'an dernier qu'on était l'entreprise la plus avancée dans le développement d'une solution de recharge sans fil pour les ordinateurs portables. On est licencié d'une centaine de brevets dans 11 pays différents. On a un premier brevet propriétaire sur la fonctionnalité de projection automatique sur les périphériques. On a un second à l'étape de révision. 3 marques de commerce, 2 dessins industriels protégés au Canada, aux États-Unis et en Europe. Les 4 cofondateurs de GFI ont gradué d'un baccalauréat en génie physique à l'Université Laval et détiennent tous un MBA dans une concentration qui correspond à leur rôle dans l'entreprise. Jusqu'à ce jour, on a amassé 1,65 million en financement non dilutif et on a injecté plus de 300 000 dans l'entreprise. Au cours des prochains mois, on a l'objectif de lever 2 millions en ronde d'amorçage pour propulser notre commercialisation. Si vous êtes intéressé à faire partie de l'aventure, je vous invite à communiquer avec moi. Il me fera plaisir d'entrer plus dans les détails de nos prévisions de vente, nos perspectives de rentabilité. Et en terminant, je souhaite vous dire que l'écosystème Elia, c'est bien plus que le chargement sans fil et le Docking Station.
En fait, on a l'ambition de créer plusieurs produits hardware qui vont couvrir tous les aspects de la gestion des infrastructures, du contrôle des accès à l'optimisation énergétique. Et évidemment, tous ces produits vont être liés à la plateforme Elia, qui, elle, va faire le lien avec les outils numériques déjà en place dans les entreprises. Merci. Merci, Méric. Merci beaucoup. En tout cas, vous venez de comprendre un peu comment nous, ici, quand Méric nous a parlé de la solution, on a été un peu chamboulés, puis on sait à quoi s'attendre pour la suite. Donc, on est très, très content d'avoir un participant comme ça dans notre cohorte. C'est déjà terminé. Donc, merci d'avoir été des nôtres à tout le monde en ligne. Merci aux participants et félicitations d'avoir complété, en fait, cette première cohorte du programme Traction. On est vraiment fiers de vous. Félicitations pour votre audace d'entreprendre, votre résilience, tous les efforts que vous avez mis là, dans les 12 derniers mois. Et dans le fond, pour tous ceux qui sont avec nous en ligne, dans quelques jours, on va vous envoyer un courriel avec toute l'information pour contacter les entrepreneurs si vous désirez prendre contact avec eux, approfondir les discussions. Donc, ça nous fera plaisir de vous mettre en contact avec eux pour, encore une fois, faire croître leur entreprise dans les prochains mois, voire les prochaines années. Également, ça va être possible de revoir ou de repartager l'événement ce soir puisqu'il va être en rediffusion. Donc, un dernier merci. Merci à toi, Sandra, d'avoir co-animé avec moi. Peut-être pour la fin, je sais qu'il y a encore des caméras fermées, mais si vous voulez les ouvrir juste pour la fin, pour nous dire un petit au revoir avant qu'on vous quitte, ça serait vraiment apprécié. Sinon, on vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été des nôtres. C'est vraiment apprécié. Salut!